Merci d'être venu. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance dans un cycle de 5 séances sur les investisseurs publics et le développement durable. La prochaine séance sera le 30 mars. C'est aussi lundi, c'est aussi à 5 heures, juste à 5 heures à 7. Et la prochaine séance sera sur la RTBF. Mais aujourd'hui, on va parler des grands investisseurs publics, leur mandat et leurs résultats. Et la présentation sera en anglais parce que en fait, toutes les sources, tous les matériaux, tout ça, tous les chiffres, tous les graphiques sont en anglais. Donc, ça sera plus facile. Mais après, le deuxième exposé de Martin de Brabant, qui est venu de la SFPI, ça va être en français. Et les questions, vous pouvez les poser dans la langue qui vous convient mieux. Soit l'anglais, soit le français, soit l'allemand. Parce que moi, je suis allemand, donc s'il y a quelqu'un qui se préfère, on peut le faire. Je parlerai pendant 80 minutes, 1 heure. Après, Martin va parler pendant 15 minutes. Et on va avoir une discussion jusqu'à 7 heures avec la balance de la temps. Alors, so now I will switch to English for the presentation. We have a presentation in 3 main parts today. First, I'll give you an overview of the main sovereign wealth funds, what they're doing, how big they are, what their mandates are, that sort of thing. Then I'll go through 3 cases. The Norwegian fund, one of China's funds. China has quite a few funds, but I'll go through the biggest one of them. And then Singapore, and there I'll cover the 2 funds that, let's say, have the most leeway. There's a third one, but I'm not going to go into the third Singaporean one. After that, I will draw a few big picture lessons, and then we'll conclude. If you have questions along the way, if it's about understanding a particular graphic or just a factual question, I encourage you to ask them straight away. If it's a bigger question or response or something like that, I would encourage you to keep that until the discussion at the end. So, here we have the 12 biggest sovereign wealth funds, arranged by their size, by the volume. And you can see they range roughly from bigger than $1 trillion down to just more than $200 billion. And you can see there's quite a difference in size. There are 2 that really come close to touching 1 trillion. That's the Norwegian Oil Fund and the China Investment Corporation, CIC. And then it gets smaller fairly quickly. Now, where are they based geographically? In the colors, you have red for Asian funds, blue for funds from the Gulf and Saudi Arabia, and then there's gray for other, but other is really just the Norwegian fund. So I could have put Europe there as well, but so you basically see it's Asia, the Gulf, and Norway. That's what we're talking about here. Now, you can see the volumes, you can see the geography. The question is, what are these funds invested in? This breaks them down, where the information is available, into 3 categories. The yellow one, that's first, so to say, is equity. So that's stocks in publicly traded companies. And you can see that for the Norwegian fund, it's the biggest. For the other ones where the information is available, it's a big chunk. Then in red, you have a category that's other. And that comes out of the big investment categories where usually you have equity, bonds, and other investments. And you can see that the other category is really very important. So CIC, for example, has nearly 40% of its portfolio in other. Temasek, right at the bottom, is majority other. And other includes things like investments, say, in a hedge fund, or investments in real estate, or in private equity where you own a company that's not publicly traded. So it's generally less liquid, but possibly higher return investments that's in there. And you also see
from this slide that not all funds are equally transparent. So for the big ones, the really big ones, the top three, it's possible to see where they invest their money roughly. But for example, the Kuwait Investment Authority does not publish its portfolio. It doesn't say where exactly it invests. It will give you, in its annual report, it will give you some example projects that they feel very good about, but it doesn't give you full transparency exactly where the money goes. This is an overview of the fund's mandates. And you can see all of them have a mandate that tells them you should produce the highest returns that you can sustainably achieve. Sustainably, in this case, meaning over many years, not necessarily by investing in green technologies or green companies, but sustainable in the sense don't achieve high returns today if that means terrible returns tomorrow. Then you have a few funds, the Singaporean fund, Dubai, Saudi Arabia, Kuwait, that have a development mandate. So part of their mandate is to invest in such a way that the local economy, so Kuwait or Singapore or Dubai, moves up the value chain so that kind of attractive companies move there, that local companies grow, and sometimes that can mean taking risky investments or taking investments that aren't as profitable, but in those funds it's part of their mandate. And then you see the only fund that has sustainability explicitly included in the mandate is the Norwegian fund. Abu Dhabi is a bit of an exception because they have this very, very open mandate which says the investment authority should invest in the public interest of the emirate to secure and maintain the future welfare of the emirate. And that's obviously a mandate that you can interpret in very different ways, and you can imagine them really changing their investment policy without anyone having to change the legal text of the mandate. But the big takeaway lesson here is that other than the single biggest fund, Norway, really the mandates stress heavily returns and lightly, but with some distance, local development, economic growth, and then some additional things are mentioned. And then there's another category where, for example, the State Administration of Foreign Exchange, SAFE China, they have part of their mandate, to advance international financial integration, or the Hong Kong Monetary Authority has ESG is short for environmental, social, and government considerations, part of their risk management. And so you see there's something going on around the edges, but really today it's about returns, it's about profits. Okay, now it's time to dive into the first of our three case studies, in this case, Norway. It was founded in 1996. Back then it was called the Oil Fund. And the goal was to share the returns that the government was reaping through taxes, through licenses, and through direct kind of government production of oil, and to share them across generations. So instead of the current generation getting all the windfall and then the children, the grandchildren not getting anything, the idea is put the money in a fund and then share the returns. So it was created in 1996. Very quickly, the fund diversified. It started out as being purely government bonds, which is a fairly safe but low return investment. And the regulation was changed to allow 40% of the portfolio to move into equities. In 2004, they added ethical guidelines, especially around child labor. This was before they included their climate change guidelines. So this was child labor, think tobacco, and nuclear weapons. And they created a council on ethics to administer this and to give recommendations about which companies to divest from. In 2006, they could kind of sense the spirit of the time and renamed themselves away from petroleum, oil, towards a pensions fund. But it remains to be the case. It remains the case that the original stock, the original capital, the money that seeded the fund came from petroleum. So it's a bit of a greenwashing operation there. In 2007, with
truly terrible timing, they decided to increase the equity portion of the fund to 60%. So they increased it by 20% and implemented that very quickly, with the result that in 2008 the fund lost 20% of its value. So that was very, very unfortunate timing. Partly in reaction to that, they then said, okay, let's diversify a third time. So we've got 40% bonds at this point, 60% equities, and they took 5% out of the bond allocation and said, okay, let's move from those two classes and also invest in real estate. That was the third asset class. And that started at 5%, today it's up to 7%. 2017, the fund crossed the $1 trillion benchmark for the first time. And then in 2019, in its, I would say, most important sustainability move to date, it exited from large-scale coal mining and fossil fuel energy companies. So let's zoom into the mandate. It's a three-part mandate. The first one is returns. Yes? Effectively exit, or did it announce to exit? It sold the stakes. It literally divested. We'll come back to this later. The details are they sold all their holdings of companies that make 20% of their revenue from coal or other fossil fuels, or produce at least, there's a number, something like 10,000 megawatts of electricity from coal power. And so they still have some companies that produce small amounts of coal, but the big coal companies, they're all sold now. So the first part of the mandate is highest possible returns within the general mandate. The second part is the ethical provision, so to basically not be invested in companies that have been excluded. And the third part is sustainability, but you can already see this is a longer formulation and it's not quite as clear. The bank shall integrate its responsible management efforts into the management of the General Pension Fund Global. A good long-term return is considered dependent on sustainable development in economic, environmental and social terms, as well as well-functioning, legitimate and efficient markets. So it's a weird way of including it, because it says, okay, you should include the responsible management efforts into your overall management. Okay, fine. And we expect that a good return goes hand in hand with sustainable development. Doesn't actually say that the fund should further sustainable development. Doesn't say that it should tolerate a lower rate of return in order to get sustainable development. It just announces the expectation that they will go together. And by and large, if you look at the numbers, that's true. We'll get to that in detail later, but by and large, that's been true so far. But this is the frontier of sovereign wealth funds right now. And you can see the frontier is not that advanced. Now we'll just run through some of the details. It's enormous. If you go to the website, you can see this number. And during Monday to Friday, when the markets are open, the number continuously moves. So if you go to the website now, it'll probably show you 100 and then maybe 15. Or, that's 10 trillion and 10 billion. And it'll probably be a bit higher now, depending on how the markets move, it might be a bit lower. So it's extremely transparent in telling you the current market value of the fund. So where are these funds invested? 70% in stocks. And stocks means publicly traded. So the Norwegian fund is only invested in publicly traded companies. Bonds, government bonds, some corporate bonds, and then real estate. And you can see they're allowed to go to 5%, but they've only gone to 3% so far. So they could move some more money into real estate if they wanted to. Where does the money come from? Oil. They got the original endowment from oil revenues and from the capital returns. And if you look at the roughly 1 trillion euros, 10 trillion Norwegian kroners today, the split is roughly 40% from the original oil endowment, which was paid in over the years, and 60% comes from investment returns that they've generated over the years. The governance is pretty straightforward.
the Norwegian Parliament, the Stortinget, passed a law in 1990. The law creates this fund, became operating in 1996, and declared that the Ministry of Finance is the owner. The Ministry of Finance delegates everything, including running the account and setting out the strategic approach, to the central bank, which is called Norges Bank. And the central bank in turn delegates the investment decision making and the interpretation of the mandate to an entity called Norges Bank Investment Management. And it's transparent, straightforward, accountable. It's a very, very transparent fund. It discloses all its investments, all its divestments, and all the votes. So if you're interested how the Norwegian fund voted in the shareholder assembly of Amazon or Facebook or Siemens, you can go on their website and you can find that out. And it's remarkable because they vote in something like, I think, 11,000 decisions every year. And just, think of collecting that data and keeping it up to date. It's a real effort. And so they spend some serious money on producing this transparency. They publish what's called a set of expectation documents. So for about 7 major areas, they have on their website documents that say, if you're a company that we're invested in, or that we're thinking of investing in, this is what we expect you to do in terms of climate change, in terms of human rights, in terms of tax transparency. And the expectations can be fairly direct. So for example, on taxes, the fund says it expects every of its investee companies to publish country by country taxes and revenues, which would basically make it impossible to do the kind of tax evasion and tax optimization that every major company does today. And not so surprisingly, only a very small number of the companies that the fund is invested in actually comply with this expectation, but the fund sets the expectation very clearly. And then the third part of the transparency efforts is that they produce annual reports, which give the financial findings, and then annual responsible investment reports, which tell you more about the sustainability efforts. What do they do with the money, other than reinvesting it? Up to 3% of the fund's total size can be fed into the annual budget. The thought is that over the medium run, once the fund has reached an acceptable size, all the returns should be spent through the government budgets on things that the current generation thinks are valuable. And so the funds, even though the name of the current name of the fund is the pension fund, it's not actually tied to pension spending. The parliament can decide every year what to do with the money. And the only restriction is that they can only draw down up to 3% of the fund's total volume in any given year. The returns have been pretty volatile. If you look at 2008, they lost about 23%. But then in 2009, they made about 26%, I believe. And then 2019 has been a very, very good year as well, with just shy of 20% returns. Over the entire lifetime of the fund so far, they've made about a 6% annual nominal return. And then if you take out inflation, that's about a 4% real return, which is really quite respectable. And then if you look at the size, on the left you have the size in Norwegian kroner. And you see it only goes to 2018, because if we had the data all the way up to today, it would have crossed the 10 trillion line for Norwegian kroner. But on the right, you can see as percent of GDP, and it's remarkable. The fund is more than twice the size of Norway's GDP now. And so if you think of the spending potential that it gives, if you take 3% of about 250% of GDP, that gives you roughly 7.5%. And so the Norwegian government can basically spend, if it wanted to, about 7.5% of GDP for free without having to raise any taxes. And
that's a fairly big chunk. An average European government spends about 40% of GDP, and so if the Norwegian government used the spending space that it gets from the wealth fund fully, that would cover something like 15–20% of its spending. Not bad. Now, let's look at the sustainability strategy. It has 3 elements. The first one is exclusions. So that brings us back to the coal question. There's a council on ethics, has 5 members. They're appointed by the central bank with advice from the parliament. The council on ethics issues 2 kinds of exclusions. The first exclusion is on the basis of particular products. So, for example, coal. 69 companies have been excluded on that basis. And it's not necessarily small companies. So, for example, basically the entire Indian coal sector has been excluded. Coal India, the Tata Power Company. Then you have the subsidiary of Engie, the French-Belgian company, Engie Energy Chile, which is very coal-reliant. That's been excluded. Then you have tobacco companies. And again, this is not small fry. Philip Morris is a highly profitable, very large company, but they divested from it. Weapons, and that actually generates some again, fairly strong exclusions. So because Airbus, Boeing, and BAE Systems, and some other companies, they are part of the supply chains for nuclear weapons. And nuclear weapons are excluded from the fund. And then you have some smaller weapon companies that produce things like landmines or chemical weapons, and they're also excluded. But the big exclusions under the weapons category are because of involvement in the nuclear arms industry. And then a second category of exclusions are conduct-based exclusions. So companies that violate human rights or that facilitate or participate in war crimes or engage child labor, show excessive corruption or environmental damage that's not related to particular products, they also get excluded. And the most important exclusion there is probably G4S. It's a company that you've probably all seen workers for. They do a lot of event security and services and have that little badge, G4S. They tried to do security for the London Olympics but couldn't get it together and so got replaced at the last minute. But their human rights record is not good, and so the Norwegian fund divested from them. That's the first leg, exclusions. The second leg is engagement. This is where the fund talks to the companies that it's invested in and tries to get them to improve their behavior, quite frankly. They report their efforts in great detail. So they tell us that in 2019 they spoke with basically 2,000 companies, which is only about 20% of the portfolio, but it's the big ones. So they spoke to about 70% of the portfolio measured by value. And they talk about environmental concerns, social concerns, and governance concerns. And then they voted, so they voted on 120,000 resolutions at 11,000 meetings. So it's a lot of votes. And again, they tell you their votes, and you can read very clearly the principles on which they base these votes, and their decent principles. The third leg is in the investment itself. And there they do 2 things. The first one is they include a sustainability analysis as part of their straightforward investment and risk assessment. So they've now mainstreamed sustainability questions into their regular investment decision making. The second part is they have a dedicated environmental investment program, which is small for the fund. It's less than 1% of the portfolio. But because it's such an enormous fund, it's still relatively large in absolute size. It's about 8 billion euros that they've invested in this direction. But there are 2 things to be said here. The first one is, it's not 100% obvious how meaningful the environmental category is. So the way this works is they are free to invest less than 1% of the portfolio in these environmental companies. So the question is, what are these environmental companies that they're talking about? The answer is, any company that gets more than 20% of their revenue from either energy efficiency
renewable energies or kind of a materials and agriculture category. 20% is not that much. So when you then drill down, and they publish this, you can go into the list of what they qualify as environmental investments. Turns out the biggest amount, not in terms of number of companies, but the companies where they actually have big amounts of money invested, is utilities. So this is basically their not their entire utilities portfolio, but it's a portfolio of the, let's call them, more progressive utilities in Europe. That's basically what runs under this heading. So it's better than not having anything there, but again, this shouldn't be mistaken for some sort of revolutionary step or leap forward in the direction of sustainable investment. It's a small part that mostly goes to environmentally acceptable portfolios. Last thing on this point, there's an exception in the mandate where in this particular part of the portfolio, they're allowed to go into companies that aren't traded on a stock market. So that allows them to go to smaller companies, to companies that maybe are younger, that don't have a track record yet. And they could spend money there, they could invest money there, but they haven't chosen to do that yet. So if you know a very promising renewable company, then it may be worth calling up the Norwegian fund. What are their results? This chart shows how their portfolio would have developed if there hadn't been any exclusions. Let me see. The lowest line shows that if they hadn't had any product-based exclusions, so that's coal, tobacco, that sort of thing, then over the last 14 years, since 2005, their portfolio would have been 2%, they would have made roughly 2% more. So they've lost 2% of value because they weren't allowed to invest in tobacco and coal and that sort of thing. On the other hand, the conduct-based exclusions, so this is the human rights violations, child labor violations, corruption, that sort of thing, their portfolio actually increased in value by roughly 1%. And that happened since 2010. And then if you combine the two, they lost something like 1.5%. But if you think about it, that's over the course of basically 15 years. So it's less than 0.1% per year. So it's a slight hit, but really a very, very slight hit. This shows the results from the engagement process, where the fund tells you, we've spoken with lots of companies, and this is what we think about their reporting standards. So the one on the left shows you how satisfied the Norwegian fund is with the climate reporting of its companies. And it has about 350 companies where it says, look, the reporting is very, very weak. On the other hand, it has about 400 companies each where it says it's good or very good. So it's a mix. If you'd looked at this graphic from 3 or 4 years ago, it would have been all this and basically nothing good, very good. So in 2016, there were like 2 or 3% that had good, very good, and about 80% that had weak and very weak. And so if you look at this over time, this does actually improve. If you look at tax reporting, where the expectation is you should do country-by-country reporting, you can see basically no companies have very good tax reporting. The vast majority have very weak tax reporting. It's interesting to get that data because usually companies don't tell you when they don't report something that's important. And this is a way to kind of see the blind spots. The third part is, this is really what it comes down to in a way, and this tells you that even the Norwegian fund has a long, long way to go. This is the carbon intensity across the entire portfolio. So it's the tons of CO2 that are produced per $1 million in revenue. And so this tells you whether or not the intensity, the carbon intensity of the fund's portfolio has gotten better or worse. And you can see there's basically no trend. If you were to plot the total emissions of the fund, or rather of the companies it's invested to, that would actually show an increase because the fund has grown. And of course, as the fund gets bigger and bigger, and so owns more and more companies, then if the emission intensity stays the same,
the total emissions would grow, but the emission intensity has kind of failed to improve, really. So it's worth bearing that in mind, that for all the rhetoric and for all the institutional change, the Norwegian fund has not managed to become greener on the carbon dimension. The next priority for the Norges Bank Investment Management is to get better data. This is what they said in their 2019 report. They only saw limited improvements on weak reporting, especially climate and deforestation risks. They want better reporting on taxes. And most importantly, they want more systematic reporting. So they complain that both for the companies they invested in and for investors like themselves, there are just so many different standards out there for sustainability reporting that if you have a portfolio of thousands of companies, it's very, very hard to aggregate that information and make it comprehensible. So that's the direction which they're going, and I'll come back to that right at the end. So if you summarize the Norwegian fund, it's big, it's well run, it's transparent, it has started on the way to sustainability, but it hasn't actually gotten very far. Next one's China, the China Investment Corporation. I'll do this one a bit faster, mainly because if Norway is on one end of the transparency spectrum, China's on the other. And it's very, very hard to know anything about what these guys are doing in detail. They were founded in 2007. They got $200 billion to kind of start off with. That was mainly foreign exchange reserves that the Chinese government had, and they had so many foreign exchange reserves that they decided, look, we can take part of them, invest them in less liquid assets and get higher returns. Today it's roughly 1 trillion, so quite close to the Norwegian in terms of size. The mandate is comes from their original funding source, foreign exchange. It says, okay, you should diversify our foreign exchange holdings and get better returns for them, basically. It reports directly to the State Council. That's the formal government of the People's Republic of China. And yeah, in terms of governance, there's really not that much more that we know about it, other than you can see the particular names. But that's really all there's to be said. It stresses its non-political nature to an extent that makes you wonder how non-political it is. It publishes its investment principles as maximum return, acceptable risk, financial returns. We're not control-oriented. We're a responsible investor, abiding by both Chinese and local law. But yeah, it's very, very hard to know because it reports so very little whether that's actually true. When you then look at its International Advisory Council, you do start to wonder how non-political it is. So this is a selection of the members, but you see there's some fairly influential people from the financial world who might help them get access to good investments, or who might pave the road for certain regulatory changes. And so the ex-CEO of the Norwegian fund, the ex-CEO of the Standard Bank Group, that is the biggest bank in Africa, ex-president of Goldman Sachs, the ex-president of the European Bank of Reconstruction and Development, and who's the current chairman of BNP Paribas. So it's a very well-connected advisory council. The portfolio is very heavily invested in alternative investments. So they go into very illiquid, possibly high return assets. So think about buildings on the Champs-Élysées, or infrastructure investments like motorways with toll roads, that sort of thing. Regionally, they're quite concentrated in the US, actually. And then outside of the US, 1/3 is other developed markets. That's basically Europe and Japan. And only about 15%, 13% are in emerging markets. So they're not particularly exposed to, say, African or Latin American or other Asian economies. Same as the Norwegian fund, volatile returns with an average of around 5%. Specifically, it's 5.2 what they achieved over the last 13 years. And you can see some very good years, close to 20%, some poorer years, -5%. But this is kind of the profile you would expect from
this sort of portfolio, where you have lots of alternative investments, it's quite likely that you have very volatile returns. They recently adopted a new 5-year strategy. Sustainability is not mentioned. They have 4 major goals. They want to continue to deliver decent returns. They want to advance China's international financial integration. They want to strengthen the professionalism of Chinese public finances. And they want to strengthen their internal professionalism. So this reads just like a fairly standard investment company or fund. No mention of sustainability. There are 2 aspects where you could make a link if you're trying to look at it charitably. They have an exclusion policy. It's product-based and geography-based. The problem is that this policy is not public. So I interviewed one of their investment managers and tried to get more details, but other than what's up there, it's very hard to know what exactly the exclusion policy is. The other element that links to sustainability is their risk management. They screen investments for credit risk, market risk, operations risk, and reputations risk. And again, from the interview I conducted, it's really the reputation risk that has a sustainability angle, because under this heading, they choose not to go into certain companies that might tarnish their reputation. It does say that it plans to give sustainability more attention in the future. So in the future, CIC will explore a top-down design for ESG investment, and so on and so on. But it's really extremely unclear how and whether this is going to happen. And the 5-year strategy that they've just adopted doesn't talk about it. So for all intents and purposes, this fund, which has roughly the same size as Norway, hasn't really begun to think seriously about sustainability. This brings us to the third case, Singapore. Singapore has, for a long, long time, run a current account surplus, which means they've had much bigger export earnings than import spending, very similar to Germany in a way. And so they've accumulated lots of income, especially in US dollars, which they haven't spent on buying goods and services from, say, the US or Germany or Belgium. And they've taken a lot of that accumulated surplus and put it into 3 reserve management entities. One is what's called Temasek. That's the first one, well, the first of the 2 new ones. The one is old. It's created in 1974. It got a bunch of government-owned assets, so pieces of land, shares in certain companies, for example, Singapore Airlines. And it was tasked with basically managing this and growing the value. Second one is the Government of Singapore Investment Corporation, created a few years later. And its money came out of annual government surpluses. So whenever the government ran a year-to-year surplus, some of the money would go into the GIC, whereas Temasek had a big chunk of assets right at the beginning. And then there's a third one, basically Singapore's central bank. But I'm not going to talk about Singapore's central bank because the entirety of its portfolio is basically government bonds. So the monetary authority isn't really invested in any company, doesn't own any real estate, it doesn't do any projects, it just buys government bonds. That's all it does. Both Temasek and GIC have very similar mandates. They're both focused on making money. You can see Temasek is to own and commercially manage investments and assets previously held by the Singapore government. Interestingly, it's the only large fund that doesn't have any restrictions on where it can go. Temasek can choose to go anywhere, invest in anything, no geography restrictions, no asset class restriction, they can do whatever they want. The GIC, again, very similar mandate, preserve and enhance the international purchasing power of the funds placed under our management. You can see the word international in there, so they're tasked with investing abroad and with preserving, in particular, the international purchasing power of the funds. What do these entities do with the money they make with their investment?
Half of it gets reinvested, and then up to half of it can be fed into the government budget, but until fairly recently they haven't really done that. It's only recently that they've started feeding returns into the government budget. Their corporate governance is, let's say, between Norway and China, technically independent, but practically there are certain alignments with the government of the day. They're both fifth schedule entities. That's a constitutional category in the Republic of Singapore that kind of frees them from taxes and various reporting things. Independent of the government of the day. They're managing public property, and they have this constitutional responsibility to safeguard past assets. So, for example, if the government of the day would pass a law saying, look, guys, we now want half of your portfolio and we're going to spend it all, then the fund could go to the courts and say, no, the Constitution doesn't allow you to do this. They're both overseen jointly by the Ministry of Finance and the Presidency. So board appointments and board removals need to be agreed by both of these institutions. And so if the presidency doesn't like someone in the board, that's not enough to kick someone out. And equally, if the Ministry of Finance wants to get someone in, that's not enough. They also need the presidency approval. But in practice, it happens to be the case that the Prime Minister is the chairman of the board of GIC, and his wife is the CEO of the other one. So, on paper, very independent. In practice, Singapore's not that big. So, I think you can draw your own conclusions from this. Let's look at their portfolios. Temasek, it's about 20% of the size of the Norwegian fund, focused on Asia and very focused on illiquid assets that are especially concentrated in Asia. So you can see about 2/3 of the entire portfolio is in Asia, a full quarter in Singapore, another quarter in China, so half of it is concentrated in Singapore and China, which tells you very interestingly, if you have no restrictions and you want to optimize for growth, Singapore and China. That's apparently where good returns are to be made. In terms of asset classes, it doesn't break it down into bonds, equity, and other. It talks about liquidity, so very liquid assets, that's basically cash and US Treasury bonds. Then large positions in equities. So these are listed companies where Temasek has controlling stakes. And then unlisted assets is kind of the other category again, Champs-Élysées, real estate, infrastructure, that sort of thing. And there's about a good third in really highly liquid assets, roughly a quarter in middlingly liquid assets, and then about 40% in these illiquid, potentially high return, but quite risky assets. The long run return is around about 10%. They started off very, very strong. So if you measure it since 1974, they achieved a 15% annual return, which I've seen some reports suggesting that the numbers don't add up. You know, if you claim that you've achieved 15% year-on-year growth since 1974, that's really very, very hard to believe. And then recently, over the last 10 years, last 20 years, it's been closer to 10%, slightly below, which looks good. But then you compare that to an index. This is an index, MSCI Global, an index of roughly the most important publicly listed companies. And if you compare it to, let's say, global stock prices, then the returns look good, but no longer super impressive. So better over the last 20 years, 7% versus 4%, but actually worse over the last 10 years. Sorry, you had a question? No. Then we look at the other one, the GIC. So GIC is slightly more restricted. They can't go anywhere, do anything like Temasek. They have to be slightly more liquid, and they have to have slightly more bonds. You can see they're not quite as concentrated in Asia. They only have about a third in Asia, so 12% Japan, 20% the rest of Asia. And they're quite heavily invested in the US, a full third. In terms of, well, this is the asset allocation. About half the portfolio is in publicly traded equities.
about a third is in bonds, and then they've got 20% in the wildcard category. So Temasek had about 40%, they have about 20%, so it's about half as risky as Temasek. The return is a bit more stable. It's also lower. This is the real rate of return, so you have to add inflation. So 6% real is about 8 to 9% nominal, and you can see it's been declining over time, but it's still quite respectable. This one shows how much money has been fed from the institutions to the government of Singapore, and you can see until 2000 basically nothing. Then for about 10 years, very little, and then there were two steps up, one around 2008, 2009, and then another one recently about 4 or 5 years ago. And since then, they've been spending about 15 billion Singaporean dollars a year, which is about a third of the Singaporean government's budget. So relative to the size of the government, it's actually more important than the Norwegian oil revenues. But that's because the Singaporean government is very, very small. In the GIC, sustainability is not really a major theme. It doesn't have a dedicated investment window like the Norwegian fund does. It claims that they integrate considerations of environmental, social, and governance issues. But if you look at their risk framework, so the actual risks that they screen for, it's not mentioned explicitly. None of the categories is environment or social or sustainability. You could make arguments that, as with the Chinese fund, reputational risks allow you to take into account sustainability, but it's very indirect. And the danger is, of course, if you know that a company is very poor on human rights, but very good at keeping that secret, then under reputation risk, you would be free to invest in it. So it's not the same as saying that you care about environmental, social, and government issues. Temasek does actually have a dedicated sustainability strategy. There's very good branding around this. It talks about the combination of economic returns, so prosperity with ecological concerns, and so they talk about ecosperity in an ABC world, active and productive economies, beautiful and inclusive societies, and a clean and cool earth. Other than it being a bit weird to talk about beautiful societies, it's unclear what exactly this means. The understanding of sustainability is multidimensional, which is at least something. And it claims that they integrate ESG assessments into their investment decision making. There are some tangible outputs of this, so they mention particular projects. They did a study on insect production as a food protein, which is a very low carbon and low, you don't need a lot of land for this kind of protein production. They do a waste processing project with Singapore Power, but these are just isolated projects. They do an annual conference, which has grown enormously from about 200 people to about 3,000. They offer various small prizes. One is called Trash to Fash, where people were tasked with producing fashion out of recycled fibers. So you take plastic bottles, you recycle them, make them into fibers, textile, and then they were tasked with making fashion out of that. This gets an awful lot of space in its annual report, but at the end of the day, it's 5,000 Singaporean dollars that they put behind it. So again, there's a certain difference between the amount of attention it gets and the economic impact. Then they have a foundation. The foundation spends about 4 million euros per year on the environmental project window, and it spends about 50 million per year on the other windows. So again, it's important money, but relative to a $200 billion portfolio, it's not actually a lot. They do very good marketing around this. So they connect their ABC model to the SDGs, to the Objectifs de Développement Durable. You can see the links here. They talk about being a trusted steward, a forward-looking institution, and they run an arts competition, a photo shoot, the winner of which was an Indonesian photographer who took this picture of a trash mountain. This is a pile of trash early in the morning in Indonesia. I will say one thing. That competition was called Shoot for Sustainability. Bit of a strange name, but
Anyway, it produced a great picture. However, it's actually quite difficult to know how much of anything in terms of impact this produces. No hard data, nothing on emissions, nothing on, for example, a gender salary gap, nothing on waste, nothing on water, no hard data whatsoever. And they don't include sustainability in their risk framework. If you look at the risks that they cover, again, they really care about reputation risks, they care about profit over the long run, they want to have flexibility, and they want to have financial stability. Okay. Nothing in there is specifically about sustainability. So, we've kind of gone through the landscape. We've looked at one fund, the Norwegian fund, that's at the frontier, but the frontier is not very advanced. We've looked at the Chinese fund, which is extremely intransparent. It's very hard to know what, if anything, is doing. And we've looked at two of Singapore's funds, which claim to be doing something, but it's very difficult to verify because there's no data. So what are the lessons that we can draw from this overview? The first one is the reporting is just not good enough. We lack the data that would allow us to say whether they are doing good things or not. This is something that's widely acknowledged, including by some of these investors themselves. There are a bunch of reports on this. This one's actually by the Norwegian fund. There's a task force on climate-related financial disclosures, which was instituted by the G20. There's a corporate reporting dialogue, which is a joint organization of the 8 most important accounting and other reporting framework setters. And they have this project called Driving Alignment in climate-related reporting. And then finally, there's the European Union, which has something on this. And I'll just walk you through what they say, because it's really quite striking. So the Norwegian fund literally says it can be challenging to assess and compare companies because there's no single standard. And they've been asking the 8,000 companies that they invested in to go from words to numbers, because analyzing 8,000 companies, 9,000 companies on the basis of verbal descriptions, qualitative descriptions in their reports is basically impossible. And so they want to go from words to numbers. This G20 task force puts the emphasis on decision useful information. So again, similar to the Norwegians, they say, look, there's a lot of information out there, many sustainability reports, but it's not decision useful. It doesn't allow you to prioritize one company over another. It doesn't allow you to say, you were, let's say, 10 units bad, you were 200 units bad, and these guys are 50 units good. It doesn't allow you to make these kinds of comparisons. They also say there's simply not enough in terms of comprehensiveness of companies. Some companies do a lot of reporting. A lot of companies do no reporting. And so they strongly encourage more companies to kind of use their framework. Then there's this better alignment project between the various standard setting organizations. They did a survey and the results are striking. They say that the delegates that responded to the survey are confused and frustrated. Many feel that there are too many indices, too many questionnaires. It's simply overwhelming. Then they identify several areas, more or less all areas, where, they put it very politely, the frameworks lack adequate information, which basically means you get, again, words, but not actually hard information. And the several areas are climate change, greenhouse gas emissions, water, all of this across the supply chain, health and safety, and human rights. So this is a very long-winded way of saying we don't really know all that much. And then the last one is that what there is, it lacks connections to the Sustainable Development Goals. So again, a very strong statement of the limits of what we know. Last one is the European Union, which has been trying to tackle this problem, but not very successfully so far. There was a
a non-financial reporting directive passed in 2014. Three things are important about this. The first one is it's a directive, not a regulation. That means the national governments, the member states of the European Union, have to translate the directive into their own national law. Since this is about reporting, it's about generating information, what this risks is that instead of getting one clear reporting standard where you can compare companies from all the European countries, you get 27 different versions of similar reporting. Whereas if it's a regulation, that means the European Union passes it and it's immediately binding in all the member states. But it's not. It's a directive, needs to be translated, can be translated differently. Second one is, even if it were applied directly in all the member states, the directive itself gives companies a lot of flexibility. The flexibility means that companies report what their internal systems tell them, what their PR divisions tell them is good. And so again, it's not going to be comparable. It's not going to be information that makes them look bad. It's the information that's advantageous for them. And the last one is they added guidelines, which are more specific than the directive, but they're not mandatory. Okay. They're now in the process of revising this directive and started a public consultation, and they got some feedback. And again, the feedback is like the previous slides showed from the other initiatives. It shows great dissatisfaction with the standard of reporting. The European Trade Union Council said it's not sufficiently comparable, it's not sufficiently reliable, it's often difficult to find this non-financial information, even if it's reported. So the trade unions don't like it. The Accounts Standard Committee of Germany, this is basically the accountants in Germany, they say that the quality of information is too low to draw conclusions. And the Norwegian Fund submitted a response to this consultation and says, look, we agree with the European Commission. The level of detail and the quality is very variable, which is really polite, a polite way of saying it's terrible. So that's the first lesson, is the reporting is just too bad. We just don't have the information. There are two things going on. One is that there are category errors. The reporting is too qualitative, not quantitative, and it's incommensurable. So even where you have numbers, you can't add them between different companies, and you can't go from different companies to a sector and then from a sector to a national economy. So it's not nested. I'm going to save this for the discussion, but GDP is both a good example of what it should like and a terrible example of what it should look like. A kind of better version of this reporting. And there's a lot we can learn from the history of how GDP was created, but I'm going to save that for the Q&A. The second big lesson is sovereign wealth funds were absent in the areas where we've made progress on sustainable development. For example, if you look at wind energy, if you look at solar energy, if you look at the cost of solar energy, it's gone down enormously. It used to cost you roughly $80 to produce 1 watt of energy through solar cells. Now it costs you 30 cents. Massive drop, 99%. None of this is due to things that the sovereign wealth funds have done. These sorts of drops, the early stage drops, are basically because of publicly funded research. This is universities, this is money that's spent by the state on research in laboratories. Some of it is also private research, nothing to do with sovereign wealth funds. This part of the curve is basically venture capital and requirements that so and so much percent of your electricity has to be green, which is all about public regulation. Nothing in this story is about public sovereign wealth funds. Similar story to batteries. Batteries, the kind of backbone of electric vehicles and possibly the backbone of a 100% renewable electricity system. The cost has gone down enormously, but again, it's not because of high-risk sovereign wealth fund investments. It's because of a combination, publicly funded research, subsidies for electric vehicles, and Elon Musk, who decided to drop $20 billion on Tesla and got lucky with it. Now, it's not necessarily the case that sovereign wealth funds should be going into these high-risk technologies and kind of push a technology down the cost curve until it becomes cheap enough.
the things that succeed at doing this are research, entrepreneurship. They require very specific skills. It's not necessarily the skills that people working in a sovereign wealth fund have. The other thing is it's a very high risk profile. Not all sovereign wealth funds have that risk appetite, and it's not obvious that it's covered by the mandate. A lot of them, if you just look at what they can do today, it's not obvious that they could legally do it. So if they start to do it, they could be faced with a lawsuit, which wouldn't be good. So it may be the case that parliaments need to change the legal foundation before they can go in this direction. It does mean that regardless of what you hear in terms of publicity, none of the big shifts have happened because of sovereign wealth funds. It's been because of public policy and early stage investors and risk-loving entrepreneurs. So, conclusion. We should bear in mind that the kind of macro picture of where we are from a sustainability perspective, particularly an environmental perspective, is really quite bad. This is a report from the UN which assesses the gap between where we are in terms of CO2 emissions and where we should be. It's kind of reviewed the progress over the last 10 years. It says there's a lost decade, basically no change in global emissions. And the emissions gap is larger than ever, not particularly encouraging. From 2010, we were at roughly 46, 47 gigatons of CO2 per year, and we should have gone down to about 45 by 2020. This would have been kind of the median scenario. Instead, what happened is the previous trend that started in 1970, or that's here shown from 1970, continued more or less unchanged. And so we now have this gap where this is where we are, this is where we should have been. So there's a lot to be done. And sovereign wealth funds haven't really been doing their bit. It's not entirely hopeless. If you look here, China's emissions may have peaked. Certainly the growth rate has come down enormously. And so this may put us on the path to stabilizing and then hopefully lowering emissions. The next big challenge is going to be to carbon neutralize India's industrialization, because if the next 10 years of India look like the last 10 years of China, we're in big trouble. But if it's possible to stop this early, then it's quite likely that we'll make good progress. So, sovereign wealth funds can help in two ways. The one is they can help us see, so they can help us tackle this real lack of good information. And they can do that because they have large enough headcounts, they have enough staff that they could dedicate a team of, say, 10, 20, 30 people to work out what is a good reporting structure, what is the information we need, how do you integrate it, how do you deal with the different dimensions. And then they can push a system of reporting onto the companies that they're invested in. And they can do all of this without the need for parliaments to pass any laws. So if the Norwegian fund wanted to, it could easily spend enough money to assemble a team, come up with a system of reporting, and then require that system of reporting to be implemented by the 9,000 companies it's invested in. The other thing that they could do is, because they invest in over a long time period, because they are large, and because at least some of them have a high risk appetite, these funds could go and invest in, say, India, where it's very important to manage industrialization in a carbon neutral, decarbonized way, and invest in risky projects there. That's the opportunity they have, but it's not something that they've done so far. And I'll leave it here and pass the parole Martin. Thank you.
Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à Max et l'Académie de nous recevoir et donc de faire que la chaire SFPI soit quelque chose de collaboratif entre la SFPI et Max et l'Académie, et pas simplement être traité comme une vache à lait qui finance la chaire sans avoir de retour. Et donc je pense qu'il y a vraiment une plus-value pour les deux de travailler ensemble. J'excuse aussi Koen Van Loo, notre CEO, qui voulait venir présenter la stratégie aujourd'hui, mais qui est retenu par le CA. Et donc, comme l'autre consolation d'avoir le junior, vous aurez une première vue de la stratégie qui est justement validée aujourd'hui en CA, donc la stratégie des 5 ans à venir de la SFPI. Donc aujourd'hui, le but principal, c'est de présenter en quelques mots la SFPI. Donc la SFPI, depuis son démarrage en 2006 jusqu'à aujourd'hui, où on en est. La SFPI de demain, notamment grâce à la nouvelle stratégie qui est finalisée et approuvée aujourd'hui en CA. Et puis faire le point sur quelques investissements durables de notre portefeuille. Et donc, on est quand même très loin des 3 exemples que Max nous a exposés tout à l'heure. Néanmoins, pour un pays comme la Belgique, qui a un État fédéral et donc où les régions ont quand même une part économique relativement importante, d'avoir une structure comme la nôtre au niveau fédéral avec les moyens que l'on a est quand même quelque chose dont on peut être fier. Et donc, si on est très loin des chiffres ou de la structure avancée par Max, on n'a pas à être gêné de la structure qu'on a ici en Belgique. Donc la SFPI a un seul actionnaire, un actionnaire unique, qui est l'État fédéral, qui détient donc 100% de nos participations et qui est sous la tutelle du ministre des Finances et du ministre de l'Économie, mais principalement par rapport au... le reporting se fait principalement par rapport au ministre des Finances, avec un conseil d'administration de 12 personnes, 2 administrateurs indépendants et 10 administrateurs qui sont nommés par le roi, donc par le gouvernement. La SFPI a 4 missions légales. Elle a tout d'abord une mission de holding public qui vise à promouvoir l'initiative économique publique. Une mission en tant que société d'investissement, donc comme toute société d'investissement qui vise à accompagner et à investir dans des entreprises publiques, où là on a quand même une marge de manœuvre relativement importante. Des missions déléguées, donc qui visent à contribuer à la politique industrielle de l'État. Donc les missions déléguées, c'est une spécificité belge, ou en tout cas c'est une spécificité très spéciale pour ce qui est des fonds souverains. Et donc, c'est des investissements qui se font sur une décision du gouvernement sur base d'un arrêté royal. Et on fait ça donc pour le compte de l'État, mais en notre nom propre. Et puis ensuite, on a une dernière mission qui nous prend moins de temps, mais qui est néanmoins importante, c'est celle de fournir des avis au gouvernement sur différentes questions financières ou économiques, comme ils nous le demandent. Et par exemple, en 2008, pendant la crise financière, la SFPI a quand même fameusement accompagné le gouvernement à travers la crise. Oui. Holding public, c'est-à-dire qu'on détient certaines grosses participations de l'État. Donc je pense par exemple à Bipost, où en fait on est un peu l'hébergeur actionnaire de certaines grosses participation que détient l'État, tandis que l'investissement, c'est vraiment sur fonds propres. Donc, on fonctionne en fait comme une société privée. C'est nos investment managers qui identifient différentes sociétés, différentes participations et qui les gèrent d'eux-mêmes. Donc, il y a une indépendance beaucoup plus large par rapport au gouvernement en matière d'investissement que dans le holding où on détient réellement les participations, je dirais, publiques. Donc, oui, c'est ça. Je parle de Bipost, je parle de Proximus, etc. Et donc, la SFPI, j'espère que je réponds à la question. Oui. Donc, la SFPI a été créée en 2006 par la fusion de 2 anciennes sociétés, la SFP, donc la Société fédérale de participation, et la SFI, la Société fédérale d'investissement.
En fait, on se retrouvait avec la première qui avait beaucoup d'argent mais pas de projet et qui avait un cadre légal qui l'empêchait de mener des projets, donc qui touchait des dividendes sans spécialement pouvoir en faire grand-chose, si ce n'est les reverser à l'État. Et puis on avait la SFI, qui était une société d'investissement, qui, elle, avait beaucoup de projets, mais malheureusement pas d'argent. Et donc en 2006, il y a eu une fusion des deux, qui a commencé avec 7 personnes. Donc c'est ça quand je parlais des structures des 3 sociétés en Chine, à Singapour et en Norvège, on était quand même très loin. Donc 7 personnes, ensemble du personnel compris, donc toutes les fonctions et toutes les grades. On avait 22 sociétés dans notre portfolio, dont 7 hors bilan, c'est-à-dire 7 sociétés en mission déléguée. On était avec un bilan de 879 millions et une perte reportée de 91 millions. Et donc, on va voir l'évolution par la suite. Donc aujourd'hui, on est 21 personnes. Donc on a quand même doublé, triplé notre staff, même si ça reste une taille relativement modeste. Par contre, on a augmenté de 100 sociétés notre portfolio. On est à 122 maintenant, dont 9 hors bilan. On est à 2,3 milliards de bilan. Quand on compare à ce qui était avant, on a quand même un bond gigantesque. Cette année, le résultat net, ça doit encore être validé par l'Assemblée générale, mais était de 54 millions. Et on versera un dividende à l'État de 13 millions. Donc c'est aussi une de nos fonctions, c'est de contribuer positivement au budget de l'État. Et donc, quand je parlais de moins 91 millions de pertes reportées, on est aujourd'hui à 710 millions. Donc, on voit que la SFPI est quand même une société qui se porte bien et qui contribue positivement à l'économie belge et l'aide du gouvernement. La SFPI s'est construite progressivement et j'entends parfois le terme par opportunisme sur quelques grands événements historiques. Donc tout d'abord, après la fusion entre la SFP et la SFI, on a eu une première centralisation des participations de l'État, c'est-à-dire par exemple les participations qu'on avait dans Brussels Airport Company, dans le fonds d'investissement ferroviaire ou dans la Sopina, ont été amenées par le gouvernement belge dans le portefeuille de la SFPI, et c'est une politique que l'on souhaite approfondir. La SFPI espère réellement que le prochain gouvernement, mettra en œuvre une plus grande centralisation, et c'est-à-dire pouvoir apporter dans le portefeuille de la SFPI l'ensemble des participations du gouvernement. Donc on peut penser à Sky, on peut penser à la SNCB, on peut penser à la totalité de Bipost, à la totalité de Proximus, pour avoir une meilleure cohérence dans la gestion des participations publiques et avoir une réelle plus-value en termes de gouvernance, mais aussi notamment en termes de durabilité, ce qui fait partie de notre nouvelle stratégie. En 2008, il y a eu la crise économique et donc la SFPI a joué un rôle primordial au niveau des reprises bancaires. Donc on a d'abord repris le Fortis dans notre portefeuille qui maintenant a été repris par BNP Paribas, et donc nous sommes actionnaires maintenant de BNP Paribas français, et on a aussi repris Belfius en 2011 dans notre portefeuille. On a continué des fusions avec certaines filiales, et donc on a par exemple repris la Sopina ou Crédit B dans notre portefeuille pour aussi avoir une gestion plus uniforme et réduire le nombre de participations, je dirais, inutiles de l'État belge. Il y a eu quelques investissements stratégiques, donc on peut citer notamment Euronext ou Euroclear en 2014 et 2008, qui visent réellement à attirer en Belgique et à garder en Belgique des acteurs stratégiques. Entre 2012 et 2020, la SFPI a beaucoup investi dans ce qui est biotech, et on est aujourd'hui le plus grand investisseur biotech de Belgique, ce qui est quand même pas négligeable. En termes de gouvernance, on a eu notre premier contrat de gestion en 2018. Le contrat de gestion
est quelque chose de très spécifique aux entreprises publiques. C'est quelque chose que la SFPI ne connaissait pas, et donc pour la première fois en 2008, notre management a signé avec le gouvernement belge un contrat avec son actionnaire concernant ses missions et concernant ses performances. Et dans un but de professionnalisation, on s'est aussi doté d'un executive committee. Donc en plus de notre CEO, on a maintenant un CFO et 2 Chief Investment Officers. Alors la stratégie 2014 est une stratégie dans laquelle on sort pour le moment. On ne renie pas tout, mais on vient de développer notre nouvelle stratégie qui visait à investir dans différents secteurs stratégiques. Il y avait l'aéronautique, l'immobilier, le réseau, l'innovation et l'international. L'immobilier et les infrastructures qui font partie du réseau étaient 2 nouveaux piliers d'investissement pour la SFPI. Et concernant l'international, nos relations sont principalement axées sur les pays du BRICS. Donc nos liens sont principalement avec le Brésil, l'Inde et la Chine. On avait à la base eu des contacts avec la Russie qui ont été stoppés suite à la guerre ukrainienne et aux sanctions économiques qui ont frappé la Russie par différents pays du G7 et plus globalement différents pays démocratiques mondiaux. Nos investissements se voulaient directs dans les sociétés matures, donc c'est-à-dire qu'on investissait en capital directement que si la société avait déjà une certaine structure, une certaine viabilité, ce qui n'empêchait pas d'investir dans des sociétés plus jeunes, mais alors on le faisait indirectement via notamment des fonds. Et donc indirectement, on investissait dans le venture capital et dans les startups. Au niveau international, notre action était plutôt via des fonds internationaux. Et alors, le but était de poursuivre le renforcement de la professionnalisation de notre structure, donc ce qui s'est fait par plusieurs recrutements, par la mise en place d'un excom, par la conclusion d'un contrat de gestion, etc. Donc ici, vous avez en 2018, sur base des différents secteurs stratégiques que je vous ai exposé, le portefeuille de la SFPI. J'ai réalisé en arrivant que le graphique n'était pas spécialement des mieux faits, puisque le 25% est plus grand que le 32%, mais donc on n'y fera pas tellement attention. Il faut savoir que le graphique est fait en fait sur la base de nos piliers d'investissement de 2014. Et donc je vois par exemple qu'ici, en termes de développement durable, on était uniquement à 1%. Je pense que ça ne veut pas dire que notre impact en termes de développement durable se limite à 1% de nos investissements. Je vois mon collègue qui est ici, qui a par exemple investi dans SwimMove, qui est la piscine de la VUB, qui se veut à la pointe du développement en termes de matériaux, en termes d'isolation, etc., qui répond à un réel besoin bruxellois, qui, je ne pense pas, est repris dans ce pourcentage. Je pense aussi, par exemple, à Fidentia Green Buildings, qui gère de l'immobilier vert, qui est repris dans le pilier immobilier et non dans le pilier développement durable. Et c'est un peu ce qui est dur avec le développement durable, c'est qu'il peut en même temps rentrer dans tout, comme il ne faut pas non plus en abuser en prétendant être à 100% des investisseurs durables. Donc voilà. A contrario, certains secteurs peuvent paraître peu durables. Je pense par exemple à notre secteur aviation aéronautique. Cela dit, la phrase est peut-être facile, mais la situation, on pourrait dire aussi que la situation pourrait être pire sans nous. Donc quand on investit par exemple dans Safran Aéro, qui est une société spécialisée dans ce qui est les moteurs aéronautiques, on va quand même de plus en plus vers une aviation plus verte, ou en tout cas moins polluante. Et donc, on ne se dit pas 100% durable, mais je pense que le fait d'avoir un investisseur public dans certaines sociétés peut aussi aider à avoir certains changements de mentalité plus rapides. Et on l'a vu notamment en termes de gouvernance
dans certaines sociétés dans lesquelles nous investissions. Donc, à partir de ce soir, en fait, la nouvelle stratégie 2020-2025 de la SFPI sera entièrement validée. Elle se base un peu sur deux phrases slogans, c'est le Smart Capital for Belgium et Be the Sovereign Wealth Fund of Belgium. Ce qui est important là-dedans, enfin pas uniquement, mais c'est le terme Belgium, parce que la SFPI est une société fédérale et nous voulons réellement une société pour le pays. On connaît la situation politique que connaît la Belgique. On connaît parfois les jeux qu'il peut y avoir dans telle ou telle partie du pays. Or, la SFPI, et sincèrement, pour y travailler, ne connaît pas ce genre d'influence ou ce genre de petits jeux. Il y a réellement une volonté commune de travailler pour la Belgique, pour l'État fédéral, peu importe que les investissements se situent en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, peu importe les politiques régionales, etc. Le but est réellement d'avoir une plus-value au niveau belge. Alors Max parlait tout à l'heure du ABC de Temasek. À la SFPI, on est plutôt dans les 3 P, le PPP, People, Profit, Planet. Si je devais qualifier l'ancienne stratégie, on était plutôt dans le People Profit, c'est-à-dire que la SFPI est quand même une boîte financière, c'est quand même une société qui doit avoir un certain profit, mais pas que. Notre volonté était aussi d'avoir un réel retour sociétal. Et notamment, c'était sur base de notre loi, d'avoir un retour en termes d'emploi. Ce qui se rajoute ici en 2025, c'est Planète. C'est pour aussi avoir toute la dimension plutôt climatique, plutôt environnementale. Et donc, avec ces 3 P, on espère pouvoir rejoindre un maximum d'objectifs, des 17 objectifs en termes de durabilité de l'ONU, et donc avoir une réelle combinaison entre les retours financiers et les retours sociétals. La volonté est de faire du patient capital, donc de rester à long terme. Notre but n'est pas de faire de la spéculation, de rentrer, de sortir à tout prix. Il y a une politique d'exit, parce que ça ne sert à rien non plus de rester indéfiniment dans des participations si c'est plus nécessaire. Et j'en donnerai un exemple tout à l'heure dans les quelques exemples d'investissement durable qu'on a fait. Mais on se veut réellement un actionnaire et un investisseur stable et dans la durée. Je l'ai expliqué tout à l'heure, notre réelle volonté pour les années à venir, c'est aussi d'avoir une centralisation des participations de l'État. La SFPI se veut un centre de connaissances et d'excellence sur lequel on doit aussi travailler. On doit améliorer notre professionnalisation, on doit améliorer certains process internes, etc. Mais donc, on souhaite nous améliorer nous-mêmes et pouvoir être l'acteur central de l'actionnariat fédéral belge. Et alors, un dernier point est qu'on souhaite réellement avoir un ancrage des assets stratégiques en Belgique. On a investi récemment dans, je les confonds toujours, il y a Euronext, Europort et Euroclear, voilà. Et donc, c'est réellement pouvoir ancrer des sociétés comme ça qui sont mondialement connues, qui sont d'énormes sociétés à Bruxelles et en Belgique. Alors, au niveau des investissements dans notre nouvelle stratégie, on garde les secteurs prioritaires qui sont l'immobilier, la finance, l'aéronautique et la santé avec les biotech. On souhaite tout de même développer la santé comme un pilier encore plus fort au sein de la SFPI. Et alors, on a trois nouveaux piliers, 3 nouveaux secteurs dans lesquels on souhaite investir. C'est l'impact investing, les énergies et utilities et le transport et la mobilité. Donc ça, c'est pour notre portefeuille investissement. Et puis pour le portefeuille holding,
Le but est en fait d'avoir les assets stratégiques, de maintenir et de garder les assets stratégiques en Belgique. Donc tout d'abord des entreprises d'intérêt national, donc on peut penser à ce qui est infrastructure, ce qui est aéroport, et aussi des nouvelles entreprises, tout ce qui dépend notamment de la New Economy. Et donc sur base en fait de ces investissements, que ce soit dans le portefeuille investissement ou holding, on a 3 catalyseurs qui devront être réellement transversales pour l'ensemble de nos participations. Le premier est bien évidemment la durabilité, ce qui est en fait une nouveauté. On n'avait pas spécialement la durabilité dans nos stratégies ou dans nos lois précédemment, dans nos lois organiques. C'est réellement quelque chose qui est nouveau. Je ne dis pas qu'on ne faisait rien avant, mais maintenant c'est inscrit noir sur blanc dans notre stratégie, dans notre contrat de gestion. Le deuxième catalyseur est la technologie et l'infrastructure, et le troisième est l'innovation et tout ce qui touche à la New Economy. Donc voilà, je disais, la nouvelle stratégie, c'est People, Profit, Planet. On a, depuis 2018, comme je l'ai dit, notre contrat de gestion. La première partie que vous pouvez lire ici était en fait la loi organique de la SFPI et un peu le core business lorsqu'on a été créé, c'est-à-dire de donner forme à l'actionnariat public en favorisant la prospérité de l'économie belge et de l'emploi. Et notre contrat de gestion a voulu aller plus loin qu'uniquement parler de prospérité économique et d'emploi. C'était aussi de faire cette action-là en accord avec les principes de bonne gestion, de durabilité, d'entrepreneuriat socialement responsable et de bonne gouvernance. De même, dans nos KPI, maintenant, nous avons la notion de durabilité qui revient. Et donc, nous avons une performance et des indicateurs de performance dans cette matière-là auxquels nous devrons répondre dans les années à venir. Comme je l'ai dit, ce qui est durabilité, en tout cas dans la loi, dans notre contrat de gestion ou dans notre stratégie, est nouveau. Ça ne veut pas dire que la SFPI a uniquement, dans le passé, investi dans des entreprises polluantes qui attaquent l'emploi, et donc, etc. On avait quand même plusieurs investissements d'initiatives qui étaient déjà considérés comme durables. Et donc, plutôt que d'avoir un peu un discours, j'ai voulu identifier 3 investissements en particulier, chaque fois avec un focus de l'ONU différent et chaque fois une structure aussi différente pour montrer la diversité de nos investissements. Donc, le premier exemple est le Ginkgo Fund, qui est un fonds dont l'activité réside dans l'acquisition, la réhabilitation et l'aménagement de terrains ou de friches polluées en zone urbaine en vue de les remettre sur le marché, notamment sur le marché de l'immobilier. Et donc, on a réellement une volonté d'assainissement, que ce soit de la terre, que ce soit de l'eau, de l'environnement, et de faire des zones urbaines, des zones durables. Donc ça, c'était un fonds. Ensuite, on a Bee Central, qui est un écosystème qui vise à répondre plutôt à un focus d'éducation et d'emploi. J'ai lu récemment une étude qui avait été faite sur les différents critères de l'ONU à la lecture de la situation belge. Et s'il y avait bien un point sur lequel on était un peu en retard, c'était au niveau éducation. Au niveau scientifique notamment, alors que par exemple en santé on est excellent par rapport à la grande majorité des pays dans le monde. Au niveau éducation, pour un pays comme le nôtre, on n'était pas brillant. Et donc Bee Central, qui a un écosystème qui se trouve à la gare centrale, est en fait un écosystème numérique qui est assez diversifié, qui offre des formations dans le numérique. On sait que voilà, le numérique est quand même un acteur de changement, un point très important pour le développement économique.
sur lequel on se rend compte qu'il y a quand même un certain retard pour une grande partie de la population. Et donc, le but de Bcentral est d'offrir des formations pour tout public, de courte ou de longue durée, en matière de numérique. C'est aussi un écosystème qui permet d'avoir un espace de coworking thématique et donc qui permet à des indépendants, à des startups de travailler dans un même espace sur des sujets qui sont liés et donc de se rencontrer. Et c'est aussi un lieu de rencontre qui organise pas mal de formations, de conférences sur le sujet. Et donc là, on a réellement un focus qui est plutôt sur l'éducation et l'emploi. Et puis, dernier exemple, c'est Mastercell. Donc là, on est plutôt au niveau santé et innovation. Et l'emploi n'était pas le but premier, mais ça a réellement été un grand succès au niveau emploi, ce qui n'est pas non plus à négliger. Et donc, la société, en fait, permet à des entreprises qui ne disposent pas de capacité de production en interne. Donc, on voit au niveau de la santé pas mal de sociétés qui ont réussi à développer en matière de thérapie cellulaire certaines solutions, mais qui n'ont pas les moyens de les produire. Et donc, Mastercell permet à ces sociétés de procéder à des essais cliniques ou à une production commerciale en leur sein. Et alors, dans ce domaine de la thérapie cellulaire, ils offrent toute une gamme de services d'accompagnement dans le développement de ces sociétés. Donc, le but n'est pas non plus de les héberger indéfiniment, mais de leur permettre de grandir et de devenir indépendantes. Et alors, quand je parlais tout à l'heure de la politique d'exit, Mastercell est réellement une société qui a brillé en termes de développement. Et donc, on est passé d'un investissement en 2017 de 5 millions à une sortie en 2020 parce que l'investissement public ne se justifiait plus vu le développement et l'indépendance qu'avait pris la société, à un exit en 2020 de 22,5 millions. Donc, on a quand même eu un relativement développement qui, à mon avis, donne certaines envies à d'autres. Donc voilà, la durabilité est quelque chose qui doit être encore développé à la SFPI. Ça fait partie de notre nouvelle stratégie. Pour le moment, on vient de voter la stratégie, donc toute la politique à mettre en œuvre en termes de durabilité est encore à écrire, encore à faire. Et c'est pour ça que l'aide de Max, notamment, et ses recherches, nous attendons beaucoup de lui, et que l'échange entre la SFPI et la chaire et la plus-value que les deux parties peuvent en retenir sera intéressante, notamment, s'il ne doit pas faire tout le travail. Et donc voilà, c'était un peu le point sur la SFPI, sur qui on est, d'où on vient et vers où on va. Alors, on a 20 minutes pour des questions de la discussion. Est-ce que Isabelle, je peux te demander de gérer le... On va peut-être prendre plusieurs questions, disons 3, comme ça on va pouvoir, parce que 20 minutes c'est pas beaucoup, donc je vous passe tout de suite la parole. Merci. Je m'appelle Anthony Barg, je travaille pour Ecolo Groen à la Chambre. J'ai une question pour Monsieur de Brabant. Sur la nouvelle stratégie, voilà, donc il y a beaucoup de secteurs qui ont été rajoutés dans cette nouvelle stratégie. Est-ce que vous ne croyez pas que ça va mener à un éparpillement de vos ressources internes? Il y a le pilier holding, il y a le pilier investissement avec 7, maintenant je pense, sous-piliers et avec encore des piliers transversaux. Est-ce qu'on peut vraiment parler ici d'un choix d'investissement? Deuxième question, c'est sur tout ce qui a été dit par M. Créé sur le reporting et le data. Qu'est-ce que la SFPI va faire pour pallier ce problème? Et est-ce qu'il y a des contacts au niveau international dans certains réseaux comme
comme le TCFD, pour vraiment faire en sorte que les données sont disponibles. J'ai encore une petite question, mais plus légale. Est-ce que la SFPI a des limites légales d'investissement pour que ce ne soit pas considéré comme des aides d'État? Merci beaucoup. Merci. Donc, 3 questions. On avait dit 3 personnes. On va quand même... Parce que si tout le monde pose 3 questions... Mais je vous donne la parole. Merci, bonsoir. L'avantage, c'est qu'une de mes questions vient d'être posée, et donc j'insiste sur le lien avec le besoin de transparence et de reporting. Vous semblez indiquer qu'il y a des nouveaux KPI et comment vous allez mettre ça en œuvre concrètement. Et l'autre question, c'est, vous avez dit que la stratégie 2025 venait d'être validée au CA, mais je me demandais quel était en termes de gouvernance le rôle du gouvernement et de l'actionnaire dans cette volonté stratégique par rapport au CA, et finalement qui a décidé de changer cette stratégie. Est-ce que ça s'est fait au niveau gouvernemental ou réellement au CA, en sachant que le CA est nommé par des partis politiques? Donc, enfin, je veux dire, être un peu plus détaillé, qui décide finalement derrière la SFPI. Donc voilà, merci beaucoup. Ok, un dernier volet de questions. On peut se présenter peut-être. Ah, voilà. Oui, Jérôme Dangui, je travaille dans un outil public d'investissement au niveau régional. Bonjour. Barbara Rodriguez, députée régionale. J'avais une petite question pour vous. Enfin, à la fin, vous disiez bon, les fonds souverains en fait n'ont pas eu un impact monstrueux, en tout cas sur les quelques exemples que vous avez donnés. Donc pour vous, en fait, c'est quoi un impact positif des fonds souverains? À quoi il faut les utiliser si on veut les utiliser pour une société meilleure, pour la durabilité notamment, quoi. Extra. On vous laisse travailler ces questions alors. Alors en fait, qu'est-ce que serait un impact positif? J'en voyais peut-être 2. L'un, c'est de, en fait, inventer, de créer des nouveaux méthodes de reporting, parce que les méthodes qui existent, ils ne suffisent pas. Et il n'y a pas trop des organisations qui ont à la fois la capacité, les compétences et aussi l'intérêt à développer des nouveaux reporting methods. Parce que les grandes boîtes PwC, KPMG, ils n'ont pas vraiment trop d'intérêt à développer des nouveaux reporting methods pour la durabilité. Ça ne sert à rien pour eux. Au contraire, les grands investisseurs publics, ça peut les aider à gérer leur portefeuille dans une façon plus légitime et donc plus durable dans une façon de leur propre existence politique. C'est l'une chose. L'autre chose, c'est d'aller dans des investissements qui sont plus risqués, où les investisseurs privés disent que bon, c'est trop élevé, le niveau de risque est trop élevé pour nous, mais l'État, les investisseurs publics peuvent toujours décider, bon, on va le faire si on veut. Je vais répondre dans l'ordre des questions qui m'ont été posées. Est-ce qu'il n'y a pas trop de nouveaux secteurs d'investissement? Non, je ne pense pas. Il y a tout d'abord certains secteurs dans lesquels on a une connaissance et on a une expérience qui est mûre et donc qui, entre guillemets, relève de la gestion et sur lesquels on a une connaissance déjà approfondie. Il y a des secteurs qui, pour moi, répondent à un réel besoin d'investissement public ou de réinvestissement, je dirais, de façon générale, du service public dans ces investissements-là. Et puis, ces secteurs sont aussi une certaine réorganisation des différentes tranches que j'ai présentées tout à l'heure, même si le graphique n'était pas tout à fait correct. Donc oui, il y a des nouveaux secteurs d'activité qui sont créés, mais la SFPI est une société qui est en train de grandir, qui a beaucoup engagé ces derniers temps et donc qui a réellement de l'ambition.
Donc oui, c'est un challenge. Ça aurait été plus facile de rester avec les anciens piliers, sans avoir de critères de durabilité ou autres. Mais voilà, on doit en tant que société publique, même si on est une société anonyme, on reste une société publique. On se doit quand même de montrer l'exemple et d'essayer d'être des champions en la matière. Au niveau du reporting, il y a le contrat de gestion, donc, qui sera un outil supplémentaire de reporting. On a chaque année un rapport de gestion où on ne veut pas se limiter au simple rapport de gestion légal, mais où aussi on passe en revue l'ensemble de nos participations, pour lesquelles il y a 1 ou 2 pages d'explication sur l'historique de la société, sur pourquoi la SFPI a investi et sur les défis que va connaître la société dans les années à venir. Et voilà, la SFPI est une société publique, donc qui est aussi soumise à un contrôle de tutelle du gouvernement et qui est toujours relativement ouverte. Vous parlez de travailler pour le groupe Écolo Groen. On a eu récemment un contact avec un député Groen pour lequel on a essayé de répondre au mieux aux questions. Il y avait une loi qui avait été déposée à la Chambre récemment, mais je pense on devait être auditionné avec le CEO mercredi, mais pour finir, on ne l'est pas. Et donc voilà, il y a une totale ouverture et transparence de notre part sur ces thèmes-là. Au niveau de la limite légale d'investissement par rapport aux aides d'État, oui, la SFPI est considérée comme l'État belge. Et donc ça, quoi qu'il arrive, on est soumis aux interdictions en matière d'aide d'État. Et ce serait d'ailleurs tout à fait détourner la loi que d'investir en tant que SFPI au lieu du gouvernement belge. Donc ça, c'est très clair, il n'y a aucune aide d'État possible par le biais de la SFPI. Et alors ça, j'ai oublié de le mentionner dans ma présentation, mais on a aussi toutes des limites qui ne sont pas légales, mais des limites que l'on s'est fixé à nous-mêmes en termes d'investissement. Donc il y a certains secteurs dans lesquels on ne va pas investir. On ne va pas investir dans des sociétés qui sont détenues à plus de 25% par d'autres sociétés ou d'autres acteurs, par exemple, qui sont établis dans des paradis fiscaux. Donc voilà, en plus des limites légales, il y a aussi des limites que l'on s'est imposées à nous-mêmes, que ce soit les chartes d'investissement, que ce soit les chartes des administrateurs qui représentent la SFPI à l'extérieur ou les chartes internes au sein de la SFPI. Et alors, je me permets peut-être de rebondir sur ce point-là par rapport au... Je vous donne le micro alors. Ah merci, oui. Il fonctionne encore. Il fonctionne ? Je ne suis pas sûre. Il fonctionne. Ok, sinon je peux faire ça. Donc Mathieu Depoche, je suis Investment Manager à la SFPI. Et donc peut-être une réponse plus pratique par rapport à votre troisième question. Donc afin de s'assurer que nos investissements ne soient pas requalifiés en aide d'État, il y a 2 choses qu'on fait. Premièrement, on investit toujours avec des privés. Systématiquement, les investissements sont effectués avec des privés à hauteur de max. Il faut que le public soit limité à maximum 50%. Mais pardon, si je peux rebondir avec ce qui a été dit tout à l'heure. Non, parce que là, sinon ça va l'opposer de ce que Maxime Leclerc a dit. Là, le public ne peut pas investir dans ce sens-là si le privé n'investit pas. On va attendre la réponse jusqu'au bout, d'accord ? Donc nous investissons systématiquement avec le privé et nous capons le public à 50% pour une autre raison aussi, afin que ce ne soit pas consolidé sur les comptes de l'État. Merci. Martin, tu avais fini ou tu voulais encore compléter ? J'avais juste une réponse par rapport à la stratégie 2025 et donc et le lien avec le gouvernement. Donc on a signé un contrat de gestion avec le gouvernement. Maintenant, ce qui est de la stratégie, la SFPI est une entreprise publique, mais c'est une entreprise publique qui est autonome. Et donc, on a notre contrat de gestion, on a notre loi organique. Après, on a un conseil d'administration. Et donc, le but, c'est que la SFPI
développe sa stratégie en interne et que cette stratégie soit développée et validée par le CA. Donc bien évidemment, il y a toujours des liens avec notre tutelle, mais c'est réellement en interne et c'est réellement avec le CA qu'on développe notre stratégie et ce n'est pas une stratégie qui est dictée par le gouvernement. On a les lignes directrices qui sont dans la loi, qui sont dans le contrat de gestion, mais c'est sur base de notre expérience et de nos retours qu'on crée la stratégie à venir. Alors, encore des interventions. Je voudrais m'attribuer la parole en tout cas, mais je vous la redonne avec plaisir. Est-ce que je peux dire une chose sur la question d'aide de l'État en combinaison avec ce que j'ai dit, que les fonds souverains peuvent aller dans le risque. En fait, ouais, c'est ça. Dans le cadre européen, c'est difficile. Oui, c'est vraiment le point important comparativement à tous les exemples qui ont été montrés. Et si on va investir, comme vous le dites, sur des domaines plus risqués, si on respecte cette notion d'investissement au sens européen et que ce ne soit pas une dépense publique, on ne peut pas le faire. Oui, exactement. Donc ça devient une dépense publique, ce n'est plus un investissement public. Ouais, c'est important. Ça dépend un peu parce que de son enfant, on peut trouver un investisseur privé qui est prêt à aller dans un certain secteur, mais qui ne veut pas faire tout l'investissement et on peut le partager et comme ça on peut le faire. Bon, l'autre chose c'est avec le nouveau stratégie le nouveau industrial strategy, je pense que ça va changer le cadre de l'aide de l'État. Si je peux contribuer 2 petits points ici je ne sais pas si ça fonctionne de nouveau, mais c'est pas grave, enfin, pour moi c'est pas grave. 2 points à injecter dans la réflexion. D'une part, la question justement de l'investissement qu'il y a sur ce petit débat. Il me semble, Martin, tu as dit par exemple, tu prenais l'exemple de Mastercell en disant, mais donc très rapidement, là en 3 années, l'investissement de l'État ne se justifiait pas parce que la société était partie vers des profits importants. Et là, il y a une réflexion intéressante à injecter ici qui est menée par Mariana Mazzucato, une chercheuse britannique, qui montre comment systématiquement l'État en fait, a été au cœur des grandes innovations technologiques et a permis, en prenant le risque précisément d'investir dans les technologies qui ensuite en fait, sont privatisées par des fonds privés. Et donc, il me semblerait, dans une perspective de durabilité, de prendre son travail très au sérieux pour réfléchir dans quelle mesure, peut-être, ça se justifie quand même de garder des liens entre l'investisseur public et les sociétés privées. Donc, ça, c'est une première chose. D'autant plus qu'une deuxième dimension qui est aussi au cœur de notre discussion, à mon avis, c'était la dimension people. Quand on a en général une discussion sur certainement People, Profit, Planet, enfin, donc là, pardon, un point très positif, évidemment, j'applaudis que nous soyons aujourd'hui dans une situation où la SFPI revoit sa stratégie, met la durabilité au cœur de sa stratégie et soit sur les 3 P, c'est vraiment, enfin, comme Max nous l'a montré, en fait, c'est une grande première. Il faut vraiment s'en féliciter. La Belgique, à ce niveau-là, est clairement leader. Et on aurait pu croire que c'était un setup pour montrer comment aujourd'hui la SFPI est vraiment leader mondial. Mais c'est dire l'urgence, c'est dire la situation dans laquelle on se trouve. Mais donc, vraiment, c'est hyper positif. Et simplement sur le point people, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que là, à ce niveau-là aussi, il y a un intérêt à continuer à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie people ? Et la stratégie, enfin, qui inclut, disons, people dans son périmètre, n'est pas seulement de se préoccuper de l'emploi. C'est aussi se préoccuper de la manière dont les personnes qui sont mobilisées dans le cadre de ces investissements vont être mises au travail ou vont être pleinement citoyens. Et là, j'aimais beaucoup voir dans le contrat de gestion datant de l'année dernière, justement la dimension citoyenneté apparaître, ce qui est là aussi à mon avis tout à fait, la CSPI doit être vraiment à la frontière là, de ce qui se fait de plus innovant, et donc ça serait intéressant de poursuivre en connectant ces 2 dimensions
people, citoyenneté, et de voir aussi comment décliner cette dimension-là au cœur d'une stratégie de durabilité. C'était plus des... Bien sûr, vous pouvez réagir, mais je ne voudrais pas qu'il y ait des frustrations dans des choses encore à dire, puisqu'on arrive à la fin et on s'arrête à 19h. Donc peut-être on vous repassera la parole, d'accord, pour que vous concluiez, et on prend les dernières contributions maintenant. Je prends l'autre micro. Ici. Donc qu'est-ce qu'il y a encore? Merci, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je me permets. Dans le contrat de gestion de 2018, ce qu'il y a comme KPI dans le développement durable, c'est que la SFPI doit avoir... Allez, c'est le pourcentage d'entreprises dans lequel il y a un charter de CSR, donc Corporate Social Responsibility. Et ce pourcentage sera uniquement en application pour les entreprises avec un minimum d'investissement, une part d'investissement de 20%. Donc voilà, est-ce que c'est suffisant comme KPI pour vraiment inciter la SFPI à faire plus? Et voilà, ce sera plutôt, en fait, ça dépendra plutôt de la stratégie interne finalement que des indicateurs imposés par le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Question pour le junior qui est là. Honnêtement, je ne connais pas l'historique de ce 20% et du pourquoi de ces 20%. Mais je pense que ces 20% sont là parce qu'à partir de ce montant-là, la SFPI est réellement un actionnaire qui compte. La SFPI est représentée au sein des conseils d'administration, voire d'autres organes de la société. Et donc, via la charte des administrateurs qu'on a, qui nous représentent dans ces sociétés, on a réellement un rôle à jouer. Et donc, on a une réelle responsabilité, puisqu'on siège au sein du conseil d'administration de ces sociétés, d'avoir des évolutions positives en matière de social responsibility. Et alors, tant que j'ai le micro, je réagis peut-être par Marc, mais à la contribution d'Isabelle. Mastercell, pourquoi sortir? Comme je l'ai expliqué, j'ai pris les 3 exemples les plus variés possibles. Et donc, dans ces 3 exemples, j'ai voulu prendre un exemple dans lequel on est aussi sorti. Mais la stratégie globale de la SFPI, c'est réellement de l'investissement à long terme. Et donc, la sortie de nos investissements n'est pas non plus la chose la plus fréquente. Et on reste, comme je le disais tout à l'heure, le premier investisseur en Belgique en termes de biotech. Donc, il n'y a pas une volonté à tout prix d'acheter et revendre dès qu'on a du profit. Il y a réellement une volonté de rester un investisseur, de rester un acteur public dans les sociétés. Mais c'est vrai que parfois, il y a un exit, ce qui est aussi une gestion saine d'une société d'investissement. Et je te rejoins tout à fait quant au fait que dans le terme « people », on est quand même vachement plus large que juste l'emploi. Allez, il y a des milliers de thèmes qui peuvent rentrer dans ce terme people. Allez, je pense en termes de gouvernance, en termes d'égalité des sexes au sein des conseils d'administration, de diversité au sein des dirigeants d'entreprises, etc. Allez, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais c'est toutes des thématiques qui rentrent dans le people. Et donc oui, il y a l'emploi. Encore faut-il que l'emploi soit un emploi de qualité et un emploi décent. Mais l'emploi ne suffit pas pour se satisfaire de ce terme people. Il y a un ensemble de thématiques sur lesquelles on doit être attentif. Peut-être un mot sur des exits, des sorties. Il ne faut pas oublier qu'en faisant ça, c'est possible qu'un fonds d'investissement public peut mobiliser des moyens importants pour des nouveaux investissements. Et donc, si on a un portefeuille de 100 euros avec un rendement de 3%, 4%, 5%, on ne peut investir que peut-être 2-3% par an dans des nouvelles entreprises. Et si on a des sorties on vend des participations de 20%, 30%, on a 10 fois
des moyens à investir dans des nouvelles initiatives. Et je pense que dans des secteurs, les secteurs qui comptent pour la durabilité, il y aura beaucoup de changements, des nouvelles technologies, des nouveaux business models. Et donc avoir chaque année, beaucoup de moyens à investir. Ça peut être important pour soutenir des nouvelles initiatives. Donc trouver la balance juste entre garder les entreprises qui marchent, les investissements qui marchent et les vendre pour avoir des nouveaux moyens pour investir à nouveau. Je pense que c'est difficile. C'est pas du tout évident. Merci. Et surtout qu'on peut peut-être aussi rajouter que dans l'écosystème belge, pour dire comme ça, l'écosystème public belge, il y a plusieurs instruments financiers et aussi qui peuvent à certains égards se compléter. Ou ça pourrait être une forme d'idéal à poursuivre. Mais vraiment, merci beaucoup parce qu'on va s'arrêter là. On arrive à 19h. Je pense qu'on peut les applaudir tous les deux. Merci d'avoir donc animé cette deuxième séance parce qu'on se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, donc pour continuer la réflexion, le 30 mars. Lundi 30 mars, on a la troisième séance de cette chaire qui va être décalée, clairement. D'abord parce que ce n'est pas Max qui va l'animer. Ce sera donc Jean-Paul Philippot et Corinne Boulanger, l'administrateur général de la RTBF et la corporate social innovator, je pense, mais je ne suis pas sûre, excusez-moi, du terme, donc j'ai certainement dit une bêtise, qui vont donc réfléchir au cas de la RTBF, qui n'est donc pas justement un cas d'une entreprise dans lequel l'État a des participations, qui est une entreprise publique autonome qui bénéficie d'un financement de l'État. Donc on est dans une toute autre structure, mais on peut d'un point de vue extrêmement général, effectivement, l'interroger aussi du point de vue des moyens que l'État se donne, évidemment, pour poursuivre certaines fins. Donc, ce sera eux qui auront la parole, mais j'espère que vous pourrez être présents pour qu'on puisse toujours nourrir le lien entre les séances, parce que les deux dernières séances à l'heure de la chaire, qui auront le lundi 20 avril et puis le lundi 4 mai, seront vraiment l'occasion de tirer les fils pour que notre conversation et le fil de la réflexion avancent. Donc, merci beaucoup à vous. Bonne soirée.